Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui Vintage Red Panda. L'objectif de cette vidéo c'est de parler du paquet scellé aujourd'hui, donc c'est une vidéo un peu au format particulier, j'ai fait un setup particulier qui a pour objectif de vous présenter les stratégies, de vous expliquer ce qu'est un paquet scellé, qu'on utilise principalement en avant-première à l'Arcana, quelles sont les stratégies importantes à essayer de mettre en place, et je vais vous donner un exemple en vous montrant les cartes et le paquet scellé que j'ai eu hier soir. Donc ici, on a l'équivalent de 6 boosters qui ont été ouverts. On va reprendre ça, on va utiliser ces exemples-là pour savoir quelles cartes me paraissaient fortes ou pas, et quelles cartes finalement m'ont déçu pendant le paquet scellé. Donc je vais me tourner de ce côté-là pour avoir un peu devant moi toutes les cartes. Alors, le concept du paquet scellé, c'est quoi? Le concept du paquet scellé, c'est qu'on va arriver en boutique et on va ouvrir. Alors là, on voit que j'ai eu un petit. Voilà, ça c'était mon petit hit du paquet scellé. J'étais très content. Un petit Mufasa qui m'a en gros rattrapé tout mon paquet scellé, hein. Enfin, dans tous les cas, déjà j'avais ça, donc j'étais très très content. Hop, j'ai une 4-9. Alors ouais, vous allez pouvoir le lire à l'envers, mais c'est une carte très très forte en bleu, parce que lorsque vous la jouez, vous perdez 2 encres, il y a 2 encres qui s'en vont, mais après, chaque fois qu'il part à l'aventure, vous redressez tous vos encres, et donc en plus il aura 4, donc ça fait des combos de ouf. Mais donc voilà, ça c'était mon petit hit d'hier soir, donc j'étais très content. Donc revenons au sujet du paquet C. Dans l'Orcana, vous allez avoir, ça reprend un peu ce qu'on a dans Magic, il existe deux formats de deux formats principaux, on va dire le construit et ce qu'on appelle le limité. Le construit, c'est vous allez construire votre paquet de cartes, votre deck, c'est ce que je vous présente régulièrement et qu'on va commencer à présenter à partir de la semaine prochaine pour le 7.5. Le limité, en revanche, c'est vous allez en boutique, vous allez acheter un certain nombre de boosters et vous allez devoir construire un paquet avec ces cartes-là. Dans le limité, on redivise par deux, il existe soit le draft d'un côté, qui est un format dont je vous parlerai une prochaine fois, soit le scellé, qui est un format plus simple, qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment fonctionne un scellé? Souvent le scellé on l'utilise en AP, donc c'est-à-dire en avant-première dans vos boutiques. C'est très utilisé du coup en ce moment pour découvrir le 7.5. Vous arrivez en boutique, vous payez en général c'est entre 35 et 40 euros. Vous recevez en échange de base 6 boosters dans tous les cas. Donc ça déjà ça vous rattrape une grosse partie de votre prix d'entrée. Avec ces 6 boosters, vous allez donc chacun va avoir 6 boosters et vous allez chacun ouvrir vos 6 boosters et former. Donc là par exemple, voilà, je formerai mon gros paquet de cartes donc avec mon Mufasa. Donc ça fait 6 fois 12, 12 et 12, 24, 24 et 24, 48, 48, 48 et 24, 52, 72 cartes. Donc il y a 72 cartes, vous allez construire donc vous allez avoir un paquet de 72 cartes une fois que vous avez ouvert vos 6 boosters. À partir de ces 72 cartes, vous allez devoir construire un paquet, un deck de 40 cartes qui peut comprendre n'importe quelle couleur. Et, alors j'ai un train qui passe, et n'importe quel nombre de fois une certaine carte. Imaginons que vous avez 14 fois la même commune, c'est possible on va dire, euh, et bien vous avez le droit de la mettre 14 fois si ça vous intéresse. La question c'est du coup si on doit construire un paquet de 40 cartes avec les 72 cartes qu'on a ouvertes, bah du coup je vais devoir en virer 32. Donc la vraie question du paquet scellé, c'est savoir qu'est-ce qu'on enlève, et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui pour essayer de vous apprendre à comment créer votre propre deck de paquet scellé et comment essayer d'avoir un deck suffisamment bon pour gagner une AP. Parce qu'une fois que vous avez construit votre deck, vous allez faire des duels face aux autres joueurs qui eux-mêmes ont construit votre deck, et il n'y a pas de secret. S'il y en a un qui a construit son deck un peu bizarrement, qui a mis des cartes un peu nulles, en général, il va les voir, vu qu'il a que 40 cartes dans son deck. Donc en général, il va tomber dessus pendant la partie. Et vu qu'on a des paquets qui sont pas très forts, des fois tomber sur une carte un peu nulle, c'est très très mauvais, ça met fin à la partie quasiment. Donc l'importance de construire son deck est vraiment la première étape pour gagner, c'est sûr et certain. Pour ce faire, je vais d'abord, avant de vous présenter carte par carte, je vais vous présenter, on va dire, les deux grandes règles à l'Arcana, qui sont un peu les mêmes règles à tous les TCG.
Pour gagner, il y a deux moyens, on va dire, il y a deux conditions de victoire. C'est de 1, ce qu'on appelle la tempo, et de 2, ce qu'on appelle la carte advantage. C'est deux critères qu'on va regarder. En général, si un joueur il a la tempo et le carte advantage, il va gagner la partie. S'il n'a qu'un des deux, bah, ça dépend si l'adversaire il a un énorme avantage de l'autre. C'est quoi? Le tempo, c'est la capacité qu'une personne a à être en avance sur le terrain. Imaginons que moi, j'ai joué un tour 1, j'ai joué un tour... je vais essayer de trouver un tour 2, j'ai joué un tour 2, et j'ai joué un tour 3. Donc ça, c'est mon côté du terrain, donc j'ai 3 ancres. Hop. Et mon adversaire n'a encore rien joué. Ces cartes-là sont des cartes, donc là on a une 1-2, hop là, voilà, qui n'est pas exceptionnelle. Ah, je vais retourner la caméra, comme ça, tac. Comme ça, quand je vous les montre, on pourra... ça doit être ça. Ouais, parfait. Voilà. Donc là, si je refais le test, ok, comme ça vous les voyez à l'endroit. Donc ici, Pimpronel, c'est une 1-2, c'est pas une carte très forte, mais elle aura 1. On a Turbo le pilote, qui est une carte par contre très intéressante en scellé, mais qui aura 1 aussi. Et on a Courant d'air, qui est une carte 1-2 qui aura 2, mais qui, quand elle est bannie via un défi, retourne dans votre main. Donc là, moi, imaginons que j'ai posé ça sur mon terrain, que mon adversaire n'a jamais rien fait. Donc tour 1, je pose Pimpronel. Tour 2, je pars à l'aventure avec Pimpronel. Je passe à 1 de l'or. Et je pose Turbo. Tour 3, je redresse. Je pars à l'aventure avec tout le monde. Je passe à 3. J'ancre. Et je pose le courant d'air. Donc là, imaginons que mon adversaire n'a encore rien fait. Et ça va être son tour. Et il va enfin poser une créature. À partir de là, peut-être que sa créature elle est plus forte que toutes les miennes. Imaginons, je donne un exemple. Imaginons que lui il me pose une 4-4 en face. Donc je vais la montrer. C'est une 4-4 qui n'a pas de pouvoir. Hein. Donc Jean-Hubert Lingot, qui aura 1. Mais le problème de sa 4-4, c'est qu'en fait elle peut tuer toutes mes créatures gratuitement sans mourir. Donc de base, normalement, là on pourrait dire, bah en fait, c'est mon adversaire qui a le meilleur terrain, qui a le meilleur board. Mais ici, j'ai un avantage, c'est que le temps qui tue toutes mes créatures, ben moi je vais continuer à poser des créatures. Je vais continuer à pouvoir gagner du lore. Donc là, sur ce terrain-là, la personne qui est de mon côté, donc là par exemple moi, a un énorme avantage de tempo. C'est-à-dire que l'adversaire va devoir rattraper son retard, et c'est très très difficile de rattraper son retard en scellé. En construit, ça peut être le cas. On peut rattraper du retard avec des cartes comme Soyez prête, comme Tuons la bête, comme des cartes charge, comme Maui, qui sont des cartes qui vous permettent de rattraper votre retard. Par contre, en scellé, on n'a pas ces cartes-là. Ou en tout cas, on en a très peu. Si on a déjà une carte qui rattrape le retard, je ne sais même pas s'il y en a beaucoup dans cette saison, mais du coup, c'est déjà bien. Donc, en là, de base, de mon côté, une de mes stratégies possibles, c'est juste de dire, ben là, prochain tour, 1, 2, 3, 4, je repose une créature pas ouf, hein, je repose juste une créature à 4 par exemple, voilà, qu'il aura 1. Mais là, bonne chance, parce que je suis déjà à 7. Et donc même si lui, imaginons que moi là j'ai plus de cartes en main, même si lui il en a, je sais pas, 5 ou 6, bah bonne chance, hein, parce que là va falloir tout tuer très très rapidement avant que j'arrive à 20. Donc là j'ai un énorme avantage de tempo. Ce qui peut me permettre de gagner la partie même si j'ai plus de cartes en main alors que lui il en a encore. Donc ça c'est le tempo, comme j'ai dit c'est le fait de celui qui va le plus rapidement. En gros c'est dans une partie celui que vous avez l'impression qu'il a posé plus de créatures, qui va plus vite au lore, etc. C'est celui qui, si ça continue comme ça, il va gagner en premier. Le deuxième critère important, c'est le card advantage. C'est le card advantage, donc c'est un anglicisme pour dire l'avantage de cartes, c'est de savoir qui a le plus de cartes dans sa main, sur son board et en encre. Je m'explique. Imaginons que là, on reprend cet exemple-là. Alors, je vais reprendre un exemple différent. Moi, j'ai ça sur le terrain et ça. 5 d'encre et je n'ai plus de carte en main. Mon adversaire, mais je suis déjà à 10. Mon adversaire, peut-être qu'il est à 0,
de l'or, mais par contre, lui, il a un AA, un Kronk, une Daisy et, on va dire, 3 cartes en main. Donc lui, il a aussi 3. Donc il a de l'encre, hein, bien sûr, mais je vous montre surtout qu'il a encore, hop, 3 cartes en main. Alors que moi, j'en ai plus. Donc là, j'ai un réel avantage de tempo. C'est-à-dire que si lui, il a 0 de l'or et que moi, j'en ai 10, je suis allé plus vite que lui. Par contre, arrivé à ce niveau-là, ben moi, je vais potentiellement pouvoir l'or à 2 très régulièrement, gratuitement avec mon Zazu qui est insaisissable. Mais le problème, c'est que lui, ben, il va continuer à poser des créatures et à faire plusieurs cartes par tour. Parce qu'il a fait du card advantage durant le début de la partie. Pourquoi? On le voit parce qu'il a plus de cartes sur son terrain que moi. Moi, j'en ai que 2, lui, il en a 3. Et en plus, il a 3 cartes en main alors que moi, j'en ai 0. Donc là, si on compte à peu près tout, si on a le même nombre d'encres, moi j'ai 2 cartes que je vais pouvoir utiliser pendant la partie, alors que lui en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a un card advantage de 3. Pour avoir ce card advantage, il va falloir le faire. Et donc, dans le CD, on a peu de cartes qui nous permettent de rattraper, pareil, un card advantage. Donc, par exemple, si moi je vais détruire une de vos créatures sans que la mienne meure, j'aurais fait un card advantage de 1, parce que j'aurais détruit une de vos cartes sans que la mienne ne soit perdue, et donc elle va pouvoir toujours être utile pour plus tard. Et donc ça, c'est faire du card advantage. Le problème en CD, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cartes qui disent par exemple piocher 3, détruire tout le board, détruire tous les objets. Détruire... Donc en fait, on n'a pas beaucoup de cartes qui disent rattraper cette carte-là fait énormément de card advantage de base, et donc tout de suite, on va traîner un peu tout le card advantage qu'on avait durant le début de la partie. Donc, un des trucs intéressants, ça va être de dire, je vais choisir des cartes qui ont des stats et des pouvoirs suffisamment forts pour pouvoir me permettre de faire du card advantage. Typiquement, je donne un exemple. Voici Vanellope von Schwertz qui est à 2, qui est une 2-2 pour 2, donc c'est tout à fait correct, qu'il aura 1, mais qui a un pouvoir qui dit que lorsque cette créature, donc chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui subisse moins 1 attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Imaginons que tour 2, je pose Vanellope. Tour 3, je vais tout simplement poser... tour 3, tour 3, tour 3... Bon, je vais juste poser Kronk. Kronk qui est une 1-4 offensif plus 1 pour 2. Donc tour 2, je pose Vanellope. Donc j'ai 2 d'encre. Lui, en échange, il me pose, par exemple, une autre Vanellope qui, de base, donc elle coûte que 1 cette fois, mais c'est une 2-2. Donc de base, elle devrait concurrencer celle-ci. Tour 3, je pose Kronk. Et on avance comme ça, et lui, il peut me jouer un Joyeux et un Turbo. Joyeux qui est une 2-1. Donc on est dans cette situation-là. Imaginons, donc là c'est à mon tour. Imaginons que c'est à mon tour. Si je pars à l'aventure avec Vanellope et que je dis que j'enlève un d'attaque, par exemple à Vanellope ou à Joyeux, il va pouvoir me tuer ma Vanellope avec Turbo, qui est une 2-3. Et donc ma Vanellope sera morte, mais son Turbo sera pas mort. Là, il aura fait du card advantage de 1. C'est-à-dire qu'il aura encore une carte qui peut valoir quelque chose, parce que c'est encore un truc qui peut gagner du lore, etc. Alors que moi, j'ai perdu une carte pour rien. Donc là, mon adversaire prend l'avantage. À l'inverse, si je dis je pars à l'aventure, je diminue l'attaque de Turbo, et donc là, le seul moyen de tuer Vanellope, c'est d'attaquer soit avec lui, soit avec lui. Donc là, il va détruire une 2-1, une 2-1 va détruire une 2-2. Donc nous deux, on va être bannis. Et donc là, mon adversaire aura fait une carte advantage de 0. À la limite, on peut dire que vu qu'il aura usé un tour 1 pour détruire un tour 2, il aura fait peut-être un petit peu de l'avantage de tempo. Puisqu'il aura, on va dire, il aura fait une carte pour une carte, mais une carte qui vaut moins cher pour une carte qui vaut un peu plus cher. Donc c'est un petit avantage de tempo. A l'inverse, si par exemple mon adversaire il est un peu bloqué ici,
Parce que si mon adversaire part à l'aventure, par exemple, avec Vanellope et le Joyeux, donc ok, il va gagner 2 points de l'or. Ben, j'espère pour lui que ces 2 points de l'or vont vraiment lui être utiles de manière très importante et très rapidement, parce que là, je vais pouvoir partir à l'aventure, diminuer l'attaque par exemple de Vanellope et la détruire en prenant que 1 dégât. Par exemple. Et donc là, c'est moi qui aurais fait un gros card advantage. Alors pire, enfin après on peut imaginer d'autres choses. Ce qui est important, c'est juste pendant la partie, ça va être très important de regarder les trades possibles pour savoir qui va s'en sortir avec du card advantage. Donc, ces notions de card advantage et de tempo sont très importantes en scellé parce qu'on a des decks qui sont peu puissants et donc si on a perdu du tempo et ou perdu du card advantage, on va sûrement avoir du mal à rattraper. Et donc pour ça, on va essayer de prendre des cartes, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, des cartes qui peuvent à minima rester neutres dans ces deux notions-là. Je vais commencer par trier les cartes une par une. Donc on va avoir les cartes qui vont paraître très fortes en scellé que je vais mettre sur la droite, les cartes qui vont paraître moyennes, on ne sait pas trop, on testera, et les cartes qui paraissent nulles. Je vais surtout expliquer pourquoi les cartes sont nulles, les cartes sont très fortes, les cartes sont moyennes, on verra. Commençons par exemple par Mufasa. Mufasa est une carte de construit extrêmement forte. C'est une des meilleures légendaires de cette saison. À mon avis, elle va coter autour de 30-35 euros facilement. La question c'est, est-ce qu'en scellé elle est très forte? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'en scellé, vous allez souvent avoir du mal à piocher, donc vous allez souvent avoir du mal à poser plein d'encre. Donc on va avoir souvent du mal à arriver à 8, 9, 10 d'encre. Ça, un encre, c'est une carte perdue, on va dire. C'est une carte que vous détruisez pour faire d'autres cartes. Donc c'est pas ouf. Donc en scellé, vu qu'on peut pas beaucoup piocher, on va avoir du mal à me poser plein d'encre. Souvent, on va arriver à 5 ou 6 facilement, mais on va rarement aller au-delà. Donc on va souvent préférer ne pas mettre de cartes à 7 ou à 8, sauf si vraiment on en a plusieurs des extrêmement fortes, ou si on a des cartes qui nous permettent d'accélérer notre encre. Mais donc du coup, ce petit Mufasa là, enfin ce grand Mufasa, il coûte très cher, en plus il est non ancrable, donc c'est à dire que si je n'ai pas 8 et que je le pioche, il va servir à rien. Donc pour l'instant, malgré le fait que ce soit une carte excellente, il va dans les cartes mauvaises en scellé. Je continue. On va prendre un exemple de simplet pour regarder les stats des créatures. Simplet pour 3, c'est une 2-2. Une 2-2, ça vaut 1 de mana. Pourquoi? On connaît tous les Stitch qui sont des 2-2 pour 1, les Robins qui sont des 2-2 pour 1, on en a plein dans chaque saison, il y a des 2-2 pour 1. Dans cette saison, on a par exemple la Sucrerie qui est une 2-2 pour 1. Donc ça, de base, une 2-2 qui aura 1, ça vaut 1. Donc lui, ça veut dire qu'il vaut 2 de plus pour son effet. Son effet... Ah bah zut, ma caméra... Hop, arrive. Son effet à lui, c'est lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage chevalier en jeu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Le problème, c'est que les conditions. En CD, il y a tout ce qui est conditionnel à une autre carte, un autre nom, un autre type. Il faut vraiment en avoir beaucoup. Donc, si on arrive à utiliser son pouvoir à 90% du temps, la carte, elle est correcte, elle peut aller de ce côté-là du plateau. Si on arrive à l'utiliser que 70% du temps, elle est moyenne. À moins, elle est nulle. Parce que franchement, payer 2 pour infliger un dégât, c'est pas extraordinaire, hein. Je vous rappelle que pour 1 mana, en général, on a des trucs qui disent infliger 2, comme, allumer les mèches. Donc lui, c'est juste qu'il coûte trop cher. Donc on va le mettre ici. Par contre, sa sucrerie est une carte tout à fait correcte. En gros, ce qu'on aime bien, c'est quand la somme des deux... Alors, une 2-2 pour 1, c'est la base de laquelle on part. Et après, ajouter 1 de stats, ça peut l'augmenter le prix de 1. À peu près en gros. Donc là, ici, on a une 2-2 pour 1. C'est une carte tout à fait... avec des stats tout à fait correctes. Donc, vu qu'elle a des stats correctes, elle peut aller à minima au milieu. On verra qu'il y a certaines cartes qui, de base, leurs stats vont nous permettre d'aller ici. Ensuite, on a... Donc, j'ai pas regardé plein de cartes, mais je vais vous donner quelques exemples.
Ici, nous avons dormeur, qui est une 0,4 pour 2 qui a rempart. Le problème de dormeur, c'est que c'est pas une mauvaise carte en construit. Le problème de dormeur, c'est qu'en scellé, souvent il va mourir sans avoir rien fait en face, parce qu'il a 0 d'attaque. Donc tout ce qui a 0, 1, ou les cartes qui coûtent très cher et qui ont 2 d'attaque, souvent c'est pas ouf, parce qu'en fait, au moment où elles vont arriver, elles vont détruire rien de ce qui est en face. Et donc du coup, par exemple, dormeur, ok, je vais le poser en rempart, il va protéger mon tour 1, super, sauf que 2 tours après, il sera mort. Entre temps, j'aurais peut-être gagné 3 de l'or grâce à mon tour 1, mais j'aurais fait du card disadvantage, j'aurais perdu une carte pour rien. Parce qu'en fait, j'aurais perdu une carte pour juste avoir le temps de gagner 2 ou 3 de l'or. Eh ben, j'ai intérêt d'être très rapide, parce que si je suis pas très rapide et que ce l'or me permet pas de gagner rapidement, ben, je vais terminer juste à 3 de l'or. Et il va rien se passer d'autre, parce que j'aurai plus de cartes en main, parce que j'aurai usé des cartes pour pas grand chose. Et mon adversaire, lui, une fois qu'il aura le plateau, va me rattraper petit à petit avec de l'or. Donc, dormeur me permet de faire un avantage de tempo potentiellement, mais me fait c'est sûr et certain, un désavantage de carte advantage. Or, c'est beaucoup plus simple de gagner en faisant un avantage de carte advantage, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. Souvent, on les voit, les parties scellées, souvent celui qui gagne, celui à qui il reste des cartes en main, alors que l'autre n'en a plus. Donc ça, c'est vraiment un cas assez classique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, celui qui gagne, celui qui aura fait du carte advantage. Donc c'est beaucoup plus simple de gagner avec du carte advantage que de gagner avec de la tempo. Pourquoi? Parce que souvent les cartes très agressives sont rares et sont très particulières et donc on n'en a pas beaucoup en scellé. C'est pourquoi on va souvent avoir du mal à gagner en jouant très agressif. Donc sa sucrerie ça va au milieu, le nain ça va plutôt à gauche. Je regardais dans les cartes que j'ai, par exemple, je remonte des cartes qui sont très fortes en construit. On a Shisha qui est très forte en construit, qui est une carte à combo, donc c'est une 2-1 pour 2 qu'il aura 1. Donc de base on se dit, ah bah les stats sont nuls, ça a l'air plutôt pas ouf. Mais elle a un effet, donc alors soutient un effet qui est quasiment inutile tout le temps, mais durant votre tour, lorsque vous placez une de vos cartes dans votre réserve d'encre, si c'est la deuxième ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Alors en construit c'est très fort parce que ça permet de faire des combos en bleu, tiens je remets une pluie en forme d'arête, je re-ancre grâce à la pluie en forme d'arête, etc., etc. Donc en construit c'est très fort, c'est une carte à combo, c'est une carte qui sera jouée c'est sûr. Mais elle est conditionnelle, et donc je rappelle que quand c'est conditionnel, de base, ça va plutôt sur la gauche. Voilà, je remonte certaines cartes encore. Voilà par exemple ça, moi on m'a joué ça hier contre moi, bah ça c'est nul. Parce que ça dit gagner 2 de l'or pour 2, c'est une action. Donc une fois que vous l'avez utilisé, bah, ça ne fait rien. Donc là, vous allez détruire une de vos cartes, donc faire un card disadvantage de -1 pour gagner 2 de l'or. Bah, vous avez intérêt d'avoir un deck extrêmement aggro parce que sinon, bah en fait, ok, vous allez être à 12 ou 10 de l'or à la fin de la partie, mais vous allez avoir 0 carte en main alors que moi j'en ai encore 2 ou 3 et j'aurai géré tout votre terrain et donc vous allez perdre. Donc ça, c'est nul. Des exemples. Maintenant, on va regarder des exemples de cartes fortes. Donc je remonte Kronk. Kronk, c'est une carte qui est très forte en scellé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit pour 2, je suis potentiellement une 2-4. Ce qui est juste surstaté. C'est-à-dire que quand vous allez poser Kronk, votre adversaire va dire ah, ok, bah, Kronk il peut détruire tous mes tours 1 quasiment, une bonne partie de mes tours 2, et ça, contre les tours 1 et les tours 2, c'est sûr Kronk il va mourir, il va survivre. Donc en fait, Kronk va souvent pouvoir faire du card advantage en début de partie. Donc ça, c'est le genre de carte qui, parce qu'elle a des très bonnes stats, va souvent aller dans le deck. Je donne d'autres exemples, en tour 1 ou en tour 2. En tour 1, alors en tour 2, j'ai beaucoup aimé Turbo aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Déjà, une 2-3 pour 2, c'est des stats tout à fait correctes, c'est la normale. Mais il a un effet, qui est l'effet charge. Je rappelle que que j'ai dit, on a deux manières de gagner, card advantage et tempo. On n'a pas beaucoup d'actions, et encore en plus dans ce set, il y a encore moins d'actions facilement faisables. Donc, une des manières de. Parce que de base, une des manières de rattraper le tempo, c'est de faire des chansons, par exemple.
Ça vous permet de jouer des actions qui ont un impact sur le terrain tout en rattrapant le tempo. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à faire d'autres trucs en parallèle. Mais c'est un peu difficile de rattraper le tempo parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions. Donc une autre manière de rattraper le tempo, c'est de jouer des charges. Parce que vous allez dire, je joue une carte, et tout de suite je peux l'utiliser, et donc j'ai un avantage par rapport à toi, ma charge je peux l'utiliser tout de suite, alors que toi, toutes tes cartes tu dois attendre un tour, donc je vais rattraper potentiellement du tempo. Deuxièmement, le fait d'avoir des charges qui sont des cartes qui posent à un moment une surprise, va souvent vous permettre de faire du card advantage. Typiquement, mon adversaire joue sa sucrerie au tour 1, au tour 1 moi je ne fais rien, j'en parlerai aussi de ça, donc j'ai juste ancré une carte. Au tour 2, il part à l'aventure et il me met un, je sais pas, un Kronk. Et au tour 2, moi je pars à l'aventure, enfin je joue Turbo Pilote qui va pouvoir tuer sa sucrerie sans mourir. Mon adversaire de base, il n'avait aucune raison de ne pas partir à l'aventure avec sa sucrerie, parce que, alors, le Kronk va rattraper un peu son erreur, mais on en parle, mais bon, ça va, parce qu'il va pouvoir tuer mon Turbo. Mais imaginons qu'on était juste comme ça, et qu'il avait rien joué au tour 2, là il part à l'aventure. Il a tout à fait raison. Aucune crainte, il n'y a pas de carte sur mon terrain, donc de base il se sent plutôt safe parce qu'il se dit bah au pire il va jouer un tour 2, mais son tour 2 il sera, et puis il sera pas sec, etc. Sauf que là, en jouant en charge, je vais détruire une de ces cartes, donc faire un sans que la mienne meure, donc faire un card advantage de 1, plus je vais rattraper tout le tempo que j'avais perdu, parce qu'en fait on passe d'un moment où c'est lui qui a une créature sur le terrain et moi j'en ai pas, à l'inverse complètement. Et donc ça rattrape tout le tempo. Donc les charges, de manière générale, c'est très très fort à enceller. Donc je vous conseille d'en prendre pas mal. Un autre exemple, ça va être aussi une autre menace. En scellé ou en drame, donc en limité, on n'a pas beaucoup de sorts, on n'a pas beaucoup de dégâts directs. Donc il y a un truc qui est très énervant, c'est les insaisissables. Parce que les insaisissables, pour aller les chercher, ben on n'a pas des petits sorts qui peuvent aller les chercher. Typiquement, Bruni, qui est un 2-2, donc qui a des stats nuls, mais qui a un... Alors, de base, il a des stats nuls. Un 2-2 qui aura 2 pour 4, c'est pas ouf. Par contre, déjà, lorsqu'il meurt, il pioche une carte. Ce qui fait que dans tous les cas, il va faire du card advantage, parce qu'il va mettre ses 2 dégâts, et il va se remplacer. Donc à un moment ou un autre, il va faire du card advantage, en tout cas il va mettre 2 dégâts gratuitement, parce que quelqu'un va le tuer pour 2, etc. Ou quelqu'un va devoir utiliser un sort pour le tuer. Donc on est plutôt très content. Il se remplace tout en ayant une présence sur le terrain. Donc il va faire du card advantage. Mais en plus il est insaisissable. Et alors là, pour aller chercher Bruni, c'est énervant. Si votre adversaire n'a pas de solution, vous allez pouvoir l'aurer tous les tours gratuitement et il va rien se passer. Et donc ça c'est très très énervant. Et donc, pour contrer les insaisissables, dans votre deck, à droite, vous allez mettre tout ce qui a le mot insaisissable dans le texte. Donc Bruni ça y va parce que c'est insaisissable, mais Vanellope ça y va aussi. Ah, non, ah oui, non, c'est bon. Pourquoi? Parce que déjà, donc c'est une 3-3 qui aura 2 pour casse, les stats sont pas ouf. Par contre, elle a charge. Donc ça, charge, on a dit très très bien pour rattraper la tempo. Et en plus, elle a un pouvoir qui dit que quand vous la jouez, elle devient insaisissable. Et donc elle vous permet de tuer les insaisissables adverses. Donc super fort. Donc tout ce qui est insaisissable, ça part ici. Tout ce qui est charge, ça peut partir ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a des critères qui sont vraiment très importants? Donc voilà, moi par exemple, mon scellé, j'avais des Azous, c'était trop bien, c'était des communes vraiment très très fortes. Des cartes qui vous permettent de faire du card advantage, comme la Belle Marianne, qui vous disent que donc elle coûte un peu cher, donc ça 6 c'était mes cartes les plus chères. 4-5 qu'il aura 2 pour 6, c'est correct, mais c'est pas fou comme stat. Par contre, lorsqu'elle arrive en jeu, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui enlever 5 d'attaque. Et donc souvent, ça va vous permettre de dire, je la joue, ton personnage penché à -5, et donc je vais pouvoir le détruire rapidement, gratuitement. Donc ça va faire du card advantage. Donc ça, c'est pour ça que ça va à droite. Donc voilà, ensuite moi dans mon scellé, donc je vais rapidement vous montrer, hein, donc tout ce qui était là-dedans, je l'ai pas mis, ce qui était là-dedans, je l'ai pas mis, ce qui était là, je l'ai pas mis, mais je vais vous montrer. Et je vais donner un exemple si j'ai vraiment des cartes très intéressantes. Donc j'ai eu, ensuite, voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Dans les scellés, tous les objets, vu que votre but ça va être de faire de card advantage,
tous les objets qui peuvent vous faire des petits pouvoirs tous les tours, donc qui peuvent vous rendre meilleur un petit peu tous les tours, sont extrêmement forts. Dans cette saison, il y en a plein. Des petits objets, des chromicons. Il faut que ça vous fasse des avantages à vous tous les tours. Par exemple, le chromicon d'améthyste, donc le violet, est nul en scellé. Mais par contre, le chromicon de rubis ou les soins en ambre sont extrêmement forts. Parce que lui, une fois que je l'ai posé, à tous les tours, je vais pouvoir choisir une de mes créatures qui a plus un attaque. Et ça, souvent, ça va me permettre de faire du card advantage. Vu que l'adversaire il n'a pas beaucoup d'action, et ben à chaque fois qu'une de mes créatures va réussir à en tuer une autre et rester blessée, bah ça va être très énervant pour lui. Donc, ce genre de truc qui soigne régulièrement, qui donne plus d'attaque, qui donne plus de points de vie, ça c'est très intéressant. Donc ça, je vais replacer mon tuteur, ça c'est aller dans mon deck direct. Après j'ai eu des cartes, donc ça c'est des cartes comme Mickey, Jean Hubert qui sont des cartes qui ont juste des stats corrects pour leur coup, donc une 4-4, une 1-2 résistance 1 pour 1. J'ai eu ça c'est pas fou. Mais j'avais quelques princesses, je crois que j'avais 5 ou 6 reines ou princesses en jeu, et donc du coup c'était le deuxième effet qui m'intéressait, de piocher une carte dans certaines conditions. Ça coûte très cher, mais vous allez voir que souvent en scellé, on va vraiment arriver au tour 4-5 avec plus de cartes en main, et donc tous les moyens sont bons pour piocher une carte. Les cartes qui font un effet, donc par exemple ça c'est le force hypnotique, les cartes qui font un petit effet mais qui se remplacent, donc qui vous disent piocher une carte, sont extrêmement fortes aussi. Chaque personnage gagne choisissez un personnage gagne offensif plus 2, plus piocher une carte, donc de base celle-ci se remplace parce que vous allez piocher une carte, mais en plus elle a un petit pouvoir, ça c'est très fort, on est très content. Big Ben ça donne charge, on est très content. Voilà, ce genre de carte là, c'est pas ouf en construit un non ancrable, mais si vous la jouez, vous arrivez à faire du card advantage grâce à son pouvoir parce que vous allez choisir un personnage qui fait -2, ben on est très content. Celle-ci, parce qu'elle permet de taper les insaisissables. Ça, je l'ai pris, mais c'est vraiment pour la fin de la partie. J'ai ouvert une deuxième légendaire qui est Anna, qui est extrêmement forte aussi en scellé, parce qu'elle a plein de pouvoirs, et donc elle peut vous donner plein d'options pour faire du card advantage. Une 2 pour 1, tout à fait classique. Une Vanellope alter qui peut me permettre, si j'ai des princesses, de faire du card advantage aussi. Donc ça, j'étais très intéressé. Ça, c'est pas ouf, mais je l'ai mis parce que il fallait que je comble. Ça, c'est pas ouf, mais je l'ai mis pareil. Ça, si vous jouez beaucoup de tour 1, ça peut être une bonne option pour un peu dire, ah ben mes tours 1 maintenant qui sont un peu inutiles, je peux les mettre en encre. Donc ça, c'est pourquoi pas. Je pense que c'est pas ouf, mais ça peut combler. Ça c'est très 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 bien, parce que en scellé, quand on n'a pas de sort, comment tu vas faire pour détruire une 4-5 qui a rempart? C'est vraiment le genre de body qui est très très énervant. Ce genre de carte, alors dans la saison d'avant, on avait du Flotsam qui était une des meilleures cartes en scellé qui existait du jeu. Maintenant, celui-ci, 1-2 qui leur a 2 est correct, parce que quand il meurt, il retourne dans votre main. Donc souvent, il va jamais mourir, il va toujours retourner dans votre main. Mais par contre, il coûte 3, donc ça coûte très cher. Donc souvent, il va vous permettre de dire, bah, pour 3, je l'aurai 2. Parce que pour 3, je vais le pencher. Donc je vais le jouer, je vais le pencher, il va mourir sans rien faire sur le terrain en face parce qu'il n'y a qu'un d'attaque, il revient en main. Pour 3, je pourrais le rejouer, je le repenche au prochain tour, je vais gagner 2. Donc lui, en fait, à l'infini, vous allez pouvoir faire une sorte de sort qui dit pour 3, je l'aurai 2 et j'inflige un dégât sur le terrain de mon adversaire. C'est pas ouf, mais c'est correct, surtout en fin de partie. Ce genre de carte qui vous donne des options. Donc de base, c'est une 1-2 pour 1, ce qui est vraiment pas ouf. Mais elle vous donne une option et qui peut vous permettre de faire du carte advantage, donc ça c'est très très fort. Zazu, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est typiquement le genre de carte qui dit faites un effet qui peut être intéressant, plus piocher une carte, donc ça c'est pourquoi pas. Et j'en ai déjà parlé. Les gros body, donc les tours 4, 5 ou 6 qui ont juste des gros stats, ça peut être très très bien. Ça finit le jeu. Hein. Ça, c'est le genre de carte qui, quand vous le posez, normalement, votre adversaire il fait la tête. Hein. 3-4 pour 3, une insaisissable, 4-4 pour 4. Ça fait du card advantage aussi, parce que vous gagnez offensif plus 3, plus si jamais votre personnage meurt, il retourne dans votre main, donc souvent vous voulez que votre personnage meure, comme ça, vous allez en gros piocher une carte. Hein. Donc en fait, c'est la même chose que les autres actions à 3, c'est petit effet plus vous piochez une carte. 4-3 pour 4, une autre insaisissable bruni, un monstre qui est juste une grosse bébête.
mais qui est très utile parce que pareil, comment mon adversaire va faire pour tuer une grosse bébête? Souvent il va devoir user plusieurs cartes et donc mon monstro va faire du card advantage. Donc ça c'est pareil, ça permet de bannir des objets. On a vu que des objets ça peut être très intéressant, donc empêcher mon adversaire d'en avoir des bons, ça peut être très bien. Encore un insaisissable, donc ça permet soit que lui puisse leurrer tranquillement, soit que je puisse tuer les insaisissables adverses. Vanellope, on en a déjà parlé. Ça, pourquoi c'est fort? Juste parce que ça rend un personnage insaisissable et donc ça vous permet de taper les insaisissables adverses. Et enfin, une Mergotel. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un personnage et le renvoie dans sa main. C'est pas fort l'effet, parce qu'en fait, c'est pas du card advantage, ça fait que de la tempo. Parce qu'en fait, vous allez renvoyer dans la main, donc l'adversaire va pas perdre sa carte. Donc ça fait que de la tempo. Mais par contre, une 4-6 pour 6 qu'il aura 2, c'est des stats tout à fait corrects. Donc je me suis dit, ça a des stats tout à fait corrects, on va dire honorables. Plus par contre, ça peut rattraper de la tempo. Pourquoi pas? Donc une fois que vous avez essayé de trier votre deck, donc ça c'est de l'expérience, vous allez le faire petit à petit. Je peux pas mettre de notes sur toutes les cartes de l'extension, bien, pas bien, mais le but c'est d'arriver à un stade où vous allez être un peu un truc comme ça. Tout ça, je suis sûr que je le veux dans mon deck. Ça, je sais pas trop. Imaginons que j'ai mis ça, on ne sait pas trop. Et des cartes que je sais que je sais nul. C'est souvent très facile d'arriver dans une situation avec que quelques cartes en haut, beaucoup de cartes à gauche et énormément de cartes au milieu. Ça, c'est la situation que ça va être assez simple. De base, en jouant en scellé, je vous invite à en faire chez vous, hein. Franchement, amusez-vous, hein. Quand vous ouvrez des boosters, faites-le avec vos potes et tout, au lieu d'ouvrir juste pour ouvrir. Ouvrez, donnez 6 boosters à chacun, vous dites de toute façon à la fin c'est mes cartes, mais venez, on joue, on s'amuse. Et donc on fait des scellés. Et donc petit à petit, vous allez apprendre à mettre une partie des cartes que vous trouviez moyennes, que vous ne savez pas, en haut, et mettre une partie des cartes que vous trouvez moyennes en bas. Ensuite, vous allez regarder ce qu'on appelle la curve. Donc là, imaginons que j'ai des cartes moyennes comme ça sucrerie, que je ne sais pas si je vais le mettre. Donc je vais juste enlever les cartes mauvaises. Je vais garder quelques cartes moyennes. Ça, c'est une 2-2 pour 2 qui aura 2. C'est correct. Alors ça, par exemple, je vous en parle parce que ça, je pensais que c'était excellent. N'oublie pas... ça y est, ma caméra bug encore. Voilà, n'oublie pas qui tu es, je pensais que c'était vraiment fort. Parce que si votre adversaire a fait du card advantage, donc c'est-à-dire s'il a plus de cartes que vous dans sa main, vous allez pouvoir tout rattraper. Le problème c'est qu'en fait, ça coûte beaucoup trop en termes de tempo. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à... Oh bah, oui, bonjour le chat. Oui, j'ai mon chat qui miaule. Vous allez vous retrouver à devoir user un tour. Bah, super la caméra. À user un tour quasiment à le faire, parce que ça coûte 4 non ancrables, pour rattraper la tempo. Et donc, souvent, quand vous avez déjà perdu, que vous avez plus de cartes en main et que votre adversaire il en a encore, bah, user encore un tour pour juste repêcher des cartes, souvent c'est la défaite. Donc là, imaginons que j'ai rajouté des cartes un peu moyennes, comme celle-ci. De manière générale, on va préférer des stats par rapport au lore. Le but, c'est de dire, je vais avoir des bonnes stats, je vais détruire des créatures à toi sans que les miennes meurent, et avec mes créatures qui auront survécu, même si elles auront un, je vais pouvoir leurrer tranquille. On va construire, une fois qu'on a ça, on va construire notre curve de mana. Donc on va trier nos cartes par coût en mana. Si jamais il y a des cartes comme ça qui vous disent que vous pouvez payer plus pour faire leurs effets, si vous pensez que la carte elle est juste forte quand on paye plus, alors ça c'est pas un tour 1, ça c'est un tour 3. Jamais je le ferai en tour 1. Donc ça je peux directement le mettre dans mes tours 3 potentiellement. Hop. Je vais essayer de suivre mes propres conseils. Ça c'est... Ouais, ça coûte 2. Ah oui, aussi petit tips, sachez que le Big Ben peut s'activer sur lui-même. Je peux dire, je joue Big Ben, je donne Big charge à Big Ben et du coup j'envoie une 1-1 charge. Ça, c'est tout à fait possible.
Hop. Ok. Voici ma courbe de mana. Alors attendez, parce que celle-ci, elle va plutôt ici. Celle-ci, par exemple, ça se joue jamais au tour 1. Hein, ça, c'est pas une carte qu'on joue au tour 1. C'est une carte qu'on joue plus tard, donc je vais la mettre par exemple dans la courbe à 2. Bah, même si c'est une carte à 1. Bon, c'est juste pour regarder à la limite. C'est pas très important. Pareil, Big Ben, normalement, je joue jamais au tour 1, mais bon. Allez, je vais laisser dans la courbe à 1, parce que c'est important de pouvoir se dire, quand il me reste 1 de mana, qu'est-ce que je peux faire? Hop là. Ici, on a une curve de mana. Alors, il me reste des tours 6 que je vais mettre ici, j'en ai que 2. On a une curve de mana qui est très équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a quasiment autant de tour 1 que de tour 2, quasiment autant de tour 2 que de tour 3, que de tour 3, tour 4, un peu moins de tour 5 et quelques tours 6. Déjà, si votre curve de mana... il y a un truc qui passe. Imaginons qu'au bout de ma curve, j'ai un Mufasa. Ça, je peux l'enlever tout de suite parce que je le vois que je ne veux pas aller jusqu'à vis d'encre que pour mon Mufasa. Donc si au bout de votre curve, il y a seulement une carte non ancrable, toute seule à 7, 8 ou 9, allez hop, c'est sûr, ça s'en va. Ensuite, les tours 1, vous ne voulez que quelques tours 1. Il faut vraiment que les tours 1 ils soient impactants. Il faut vraiment que vous soyez content de les jouer, même si c'est pas au tour 1. Donc, moi, il y a plein de cartes qui, par exemple, sont des tours 1, mais en fait, ne sont pas vraiment des tours 1. Je vais jamais les jouer au tour 1. Je vais les jouer plus tard. Donc, par exemple, toutes ces cartes-là, c'est des cartes que je vais jouer plus tard. Donc, je suis content d'avoir que les vrais tours 1. En fait, j'en ai que 2. J'ai Vanellope et Mickey, qui sont des vrais tours 1 qui servent à rien d'autre que des tours 1. Parce que même je n'ai plus je m'avais plus du tout, c'est vraiment pas trop un tour 1. C'est une carte que j'ai mis là pour combler. Donc les tours 1, vu que souvent ils vont mourir face au reste du jeu gratuitement, en faisant des cartes disadvantage, on n'en veut que très peu. Donc des vrais tours 1, souvent essayer d'en avoir que 1, 2, 3 maximum. Donc c'est pour ça que j'avais enlevé sa sucrerie et que j'avais joué sans. Ensuite, souvent les tours 2, pareil, on veut garder que des tours 2 qui vont faire du card advantage. Donc des tours 2 qui sont des stats très très fortes. C'est pour ça que j'ai gardé donc lui parce qu'il a charge, lui parce qu'il est juste over-cheaté, lui parce qu'en fait c'est son effet qui me permet de piocher, donc c'est jamais un tour 2, c'est soit un tour 4, etc. Donc ça c'est du late game. Celui-là parce que pareil il fait piocher. Celui-là je l'ai gardé pour l'instant, donc je l'ai mis en tour 2 parce que son effet coûte 2. Je l'ai gardé, c'est pas fou. Ça, c'était pour combler la curve. Ça, c'est parce que c'est insaisissable, c'est trop fort insaisissable. Ça, je vous l'ai montré parce que ça fait du card advantage. Et celui-là, parce que c'est contre les insaisissables. Donc là, vraiment, mes tours 2, ils étaient très très bien. J'avais le choix de rajouter par exemple ce genre de carte-là, que j'ai préféré ne pas mettre, parce que, en fait, est-ce que je veux un deck qui est vraiment agressif? Je peux. Si vous avez vraiment beaucoup de cartes très agressives, vous pouvez construire des decks agressifs. Mais de manière générale, sinon, je préférais avoir un deck qui est plus contrôle. Tour 3, j'ai des cartes impactantes, comme celle-ci, qui peuvent détruire, etc. Bon, j'avais deux cartes vraiment moyennes que j'ai mis parce qu'il fallait combler. La Hana peut être intéressante, parce que quand vous la jouez, vous dites que votre adversaire doit engager une carte qui est redressée. Des fois, ça peut vous permettre de faire du card advantage. Genre par exemple, il a un tour 1 ou un tour 2 qui n'engage plus parce qu'il a peur qu'il se fasse tuer pour rien. Et ben là, vous lui dites, t'es obligé de l'engager. Bon, c'est pas fou, j'ai essayé, le fait que ce soit non ancrable, c'est vraiment très très énervant. En revanche, à partir du moment où on arrive au tour 4, là, il faut des créatures, que c'est plus des créatures de contrôle, c'est des créatures qui vont permettre de gagner la partie. C'est des créatures avec de beaucoup d'attaques, des grosses stats. Donc là, par exemple, celle-ci me convient parce qu'en fait, même si elle aura 2 et qu'on peut trouver des 4-4 qui aura 1, ce qui compte, c'est que celle-ci, voilà, par exemple, est-ce que je préfère Mush ou est-ce que je préfère Chaka? Franchement, les deux sont très très bien. Mush est très correct parce qu'il a des stats tout à fait correctes. 4-4 pour 4 qu'il aura 1, ça me va. Souvent, il va détruire des créatures qui coûtent 1, 2 ou 3 sans moyen. Et Chaka, par contre, l'avantage, c'est que souvent, quand on va vouloir la tuer, elle va au moins emporter l'adversaire. Parce que ces 4 d'attaque vont souvent faire que l'adversaire va mourir en échange. Donc, ça me va aussi, parce qu'au moins, au pire du pire, elle fera un échange de 1 pour 1. C'est pour ça que je l'ai mise. Ça, la Hana, je regrette un peu. Hein. Je pense que j'aurais préféré autre chose que la Hana.
Et enfin, donc des 4x4 pour 4, vous allez en avoir plein, hein. Il y en a plein dans cette extension. Sachez que c'est toujours des cartes qui sont correctes pour combler votre curve à la fin. C'est tout à fait correct. Enfin, alors Zazu, c'est trop fort. Hey, c'est trop fort. Et Monstro et Pâquerette, c'est tout à fait correct. Mais Zazu, c'est vraiment exceptionnel. La Belle Marianne, c'est vraiment trop bien. Euh, la Mère Gothel, c'est correct. Donc, toute la réflexion est sur la construction deck, quasiment toute. Et ensuite, dans le jeu, il ne faut pas faire d'erreur, faut pas user des cartes pour rien, faut pas se pencher si on sait que notre adversaire va pouvoir la détruire facilement, parce qu'il ne faut pas permettre à notre adversaire de faire du card advantage. N'hésitez pas à mulligan agressif. N'hésitez pas à ne pas jouer de tour 1 et ne pas jouer de tour 2, parce que si vous n'en avez pas besoin, jouer des tours 1 et des tours 2, souvent ça va vous empêcher de les ancrer, et donc c'est pour ça qu'on a plein de tours 1 souvent qui sont ancrables. N'hésitez pas, les tours 1 ils sont là pour être ancrés, ou pour répondre à votre adversaire s'il va trop vite, avec des tours 1 et des tours 2. Mais les trois quarts du temps, votre adversaire il est comme vous, il va pas avoir un deck super aggro, et donc on n'hésite pas, on ancre les tours 1 et les tours 2. Je vais faire un exemple, là j'ai cette carte. J'ai cette carte. Je veux faire un truc un peu curvé. Tour 1, celui-là il me plaît très bien parce qu'il va pouvoir gérer les insaisissables plus tard. Tour 2, Vanellope, c'est très bien parce que ça me permet de faire du card advantage. Tour 3, ça m'intéresse pas, c'est pas foufou, donc ça c'est sûr je vais l'enlever. Anna ça m'intéresse pas, c'est pas foufou, je vais l'enlever. Tour 4, Vanellope c'est très bien aussi. Ah oui, je parle de la capacité alter, en général c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand vous altérez, vous perdez une carte. Celle-ci elle est détruite pour toujours. Donc souvent, alter, on n'en a pas besoin. Ce qui compte, c'est que la carte sans la capacité alter, c'est est-ce qu'elle est forte. Ça, on croit que c'est un tour 3, mais c'est un tour 5. Hein. Et donc là, j'ai deux tours 5 exceptionnels. Franchement, je vais juste mulligan ces deux-là et envoyer le reste à la pioche. Parce que au pire, tour 3, si je fais pas grand-chose, ça me gêne pas. Tour 4, j'ai un très bon tour 4 et j'ai deux très bons tours 5. Donc là, je repioche 2. Ok. Donc là, par exemple, début de partie, c'est sûr, je pense que je vais ancrer une pimprenelle. Parce que c'est un tour 1 et j'en ai déjà un autre pour jouer un joyeux. Joyeux qui, de par ses deux attaques, souvent va tuer quelqu'un. Et au pire du pire, s'il va mourir gratuitement, bah, je le pencherai plus, mais il va m'être utile pour finir des insaisissables plus tard. Ensuite, donc, je vais repiocher une carte à mon deuxième tour. Mon adversaire aura une carte en face, etc. Bon bref, on va essayer de faire... Ça c'est ce qu'on appelle s'entraîner contre un poisson rouge. C'est-à-dire qu'on regarde juste si on sort à peu près correctement. Je vais ancrer un Big Ben, parce que comme je l'ai dit, souvent on essaye d'ancrer les plus petites cartes. Pour 2, je vois une Vanellope. Ensuite, là, ça me permettra, au tour 3, je repiocherai. Et là, je serai obligé d'ancrer soit Vanellope, soit Zazu. Donc, ce qui est un peu énervant. Je vais sûrement ancrer une Vanellope parce qu'elle est vraiment forte que si j'ai plein de princesses. Et bon, pour l'instant, j'en ai pas tant que ça. Et je vais potentiellement jouer la Anna parce que juste, elle a un body 1-3, qu'elle est non ancrable, donc il faudra bien que je la joue un tour. Et potentiellement, grâce à son effet et Vanellope, je vais peut-être pouvoir faire du card advantage. Mais c'est pas extraordinaire. Tour 4, eh ben, très bien. Je vais ancrer Zazu. Je vais jouer mon Bruni. Tour 5. Là, en vrai, je peux un peu me calmer et juste essayer de faire... Ouais, non, je vais ancrer Pâquerette et jouer Anna et activer un des pouvoirs d'Anna. Et là, sûrement, je vais plus jamais ancrer, parce que j'ai déjà 5 d'encre, et que moi, j'ai que 2 cartes qui valent 6. Donc là, je vais jouer AA, et là, je vais continuer. Je vais jouer ces deux-là. Je repioche, etc. Donc là, déjà, on a une sortie où on voit qu'on s'est limité à 5 de tour. On a dû des fois ancrer des trucs un peu énervants, donc on voit que quand on fait cette sortie, bah franchement, elle nous a saoulé parce qu'elle était non ancrable. Donc ça, tu vois, si j'avais fait l'effort de faire ce genre de test, là, moi, je me serais dit, oula, celle-ci, elle m'a bien gâché ma partie, quoi. Non ancrable et tout, donc celle-ci, hop, sûrement, je la mets de côté et je me dis, je vais sûrement la virer. Je refais, je re-regarde, est-ce qu'il y a vraiment des non ancrables qui me plaisent pas. Sur 44, je vous conseille d'avoir maximum 8 non ancrables. Mais surtout que dans cette partie, dans les CD précédents, il y avait vraiment des non-ancrables vraiment forts. Là, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, potentiellement, Anna, je vais la remplacer.
Si j'aurais dû la remplacer, j'aurais remplacé par... Hmm, je parle des lieux. Les lieux, c'est quasiment toujours nul, hein. Je vous explique pourquoi après pour finir la vidéo. J'aurais peut-être remplacé par soit la Maléfique, soit le Sven, soit du coup le Sugar machin là. Voilà, soit lui, la sucrerie. Pour avoir juste des créatures en crabe. Pourquoi les lieux, c'est vraiment mauvais? Parce que les lieux, de manière générale, c'est des cartes qui vont vous faire du card disadvantage automatique. Parce que les lieux, ça a zéro d'attaque. Et donc votre adversaire, quand il va tuer le lieu, ben, il ne sera rien passé sur le terrain. Votre lieu, il va jamais infliger de dégâts. Donc les lieux, c'est du card disadvantage automatique. Donc il faut vraiment que les lieux soient très forts et qu'ils rattrapent, soit qu'ils donnent énormément d'avantages de tempo, donc si par exemple ils ont beaucoup de points de vie qu'il aura 2, soit qu'ils vous permettent de repiocher pour rattraper ou de donner beaucoup de stats à vos créatures pour rattraper le card disadvantage et vous permettre de faire du card advantage. Je crois que dans cette extension, le seul lieu qui me paraît intéressant en scellé ou en draft, c'est la bibliothèque. Je crois que c'est le seul. Tous les autres me paraissent moyens. Il y en a un qui fait que des créatures ont plus de points de vie. Ça me paraît pas mal aussi. Donc voilà, bon ça c'était une énorme vidéo sur tout un scellé, l'explication, etc. En général, vous avez une demi-heure pour construire votre scellé. Donc là j'ai mis 50 minutes parce que j'ai expliqué plein d'autres trucs en plus. Donc ça me paraît tout à fait normal. Prenez votre temps, entraînez-vous. Le scellé c'est vraiment un format où plus vous allez en faire, vous allez devenir meilleur. N'hésitez pas à regarder. Ah tiens, j'ai joué en scellé, c'est vrai, lui il m'a joué ça qui était vraiment énervant. Ça c'était tout à fait correct. Oh ça là il me l'a joué, eh ben c'était bien nul. Tiens, je vais pas le mettre dans mes scellés. Voilà, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera sûrement sur un premier deck construit. Ça arrivera sûrement en début de semaine du 7.5. Et donc je vous dis salut!